La plus ancienne référence connue d'un clavecin date de 1397. À Padoue, un certain Hermann Poll invente le clavicembalo, instrument à cordes pincées et à clavier. La forme extérieure du clavecin est celle d'une harpe couchée. Le fond du clavier est en sapin et les côtés, appelés clisses, sont réalisés en tilleul, cette essence remplaçant le cyprès des premiers instruments italiens. Éclisses et couvercles sont décorés de papier imprimé ou de tableaux de maître. Le son est produit par un plectre, sorte de bec, de plume de corbeau ou de cuir, fixé sur une pièce de bois, le sautreau, qui vient pincer les cordes métalliques et les faire vibrer. Amplifié par la table d'harmonie, le son du clavecin a une puissance et une durée limitée, correspondant à des plans sonores différents, dits registres. Les différences de timbre sont obtenues par les jeux, c'est-à-dire différents rangs de cordes ou de tirettes, commandés par pédale ou tirette. L'histoire de l'instrument s'arrête en 1800, date de construction d'un clavecin de Kirkman. Le clavecin est alors supplanté par le piano. La restauration de cet instrument, à l'initiative de la Fondation Roi-Baudouin, a donné lieu à une approche multidisciplinaire. La couche picturale a été fixée à la cire-résine. Ensuite, le vernis jauni a été éliminé au moyen de solvants organiques, choisi d'après la sensibilité de la couche picturale et en fonction du résultat désiré. La plupart des retouches et des surpeints ont été éliminés. Sur la partie refaite du ravalement et sur la paroi extérieure du couvercle, les surpeints ont été partiellement conservés. Les lacunes du support ont été bouchées à la sciure de bois mélangée à du poli. Les nombreuses lacunes dans la couche picturale ont été mastiquées avec un mélange de kaolin et de colle animale, sur lequel un ton de base a été appliqué à l'aquarelle. Les panneaux ont été recouverts d'un vernis damas dilué dans du white spirit. La paroi de droite de la caisse de résonance, qui n'est pas originale, est décorée d'arabesques décoratives jaune clair sur fond bleu pétrole. Un bord bleu peint autour de la caisse de résonance a également été exécuté à une époque plus tardive. La restauration de ces ajouts s'est limitée à un léger nettoyage et à quelques retouches. En 1960, ce clavecin a été acheté par le musée instrumental chez la musicologue américaine Sybil Marcuse. L'histoire de ce clavecin est très instructive pour la façon dont on a traité les claviers anciens les siècles derniers en Europe de l'Ouest. Deux signatures au nom de Pascal Tasquin, originaire de Theux près de Liège, témoignent d'un nouveau stade historique de cet instrument de musique. L'engouement en France pour la reconstruction de vrais ou supposés instruments Rückers, avec étendue à 5 octaves et le remplacement du plectre à plumes par un plectre de cuir de buffle, se fait sentir à une grande échelle à partir du milieu du XVIIIe siècle. L'attribution du clavecin à Hans Rückers est basée sur des données plutôt externes et anecdotiques. En 1612, Hans Rückers était déjà mort, mais son fils Johann Rückers a utilisé un certain temps la rosace de son père. En 1905, le clavecin a été restauré par Louis Tomasini, facteur de piano et restaurateur italien à Paris. Il a laissé son nom sur toute une série d'éléments, quoique son intervention soit plutôt d'ordre esthétique que musical. La caisse et l'extérieur des couvercles sont décorés de scènes militaires telles que Adam Franz van der Meulen les a conçues à la demande de Louis XIV pour commémorer ses conquêtes. Les détails topographiques sont notés avec une exactitude exemplaire.
La composition générale de chaque scène suit une logique. Les bouquets d'arbres. De gros rochers accrochent la lumière, ils meublent la terre battue où évoluent des cavaliers. Au second plan, la plaine, inondée ou agrémentée d'une rivière. Peinte dans des tonalités roses et grises, la vue de ville occupe tout le fond. Elle se détache sur un ciel bleuté et donne une dimension panoramique au paysage. Investie par le maréchal d'Aumont, Audenarde est prise le 31 juillet 1667 en présence du roi. On reconnaît l'église Sainte-Walburge, l'hôtel de ville et Notre-Dame de Pamelot. La ville de Léo est prise le 4 mai 1678. On distingue les différentes parties de la ville. Au centre, l'église Saint-Léonard, encore célèbre aujourd'hui par la richesse de son mobilier. Le combat sanglant figuré au premier plan n'a rien à voir avec le sujet du tableau de Marly. La composition est originale. En représentant une scène de bataille plutôt qu'une promenade militaire, l'artiste a-t-il voulu souligner le caractère cruel et l'ampleur des pertes en vie humaine subies lors de la guerre de Hollande? Le maréchal d'Aumont prend Courtrai le 18 juillet 1667. On reconnaît les monuments importants de la cité. À gauche du château, les Broultorns, séparés par un pont jambant la Lys. Dans le fond, l'église Notre-Dame, avec ses tours de hauteur inégale, et au centre l'église Saint-Martin couronnée d'un élégant campanile. À droite, le double pignon des halles du XVIe siècle. L'arrière-garde s'achemine tranquillement. Des soldats aimablement accompagnés, des carrioles chargées de vivres et de munitions traversent la plaine pour contourner la Lys. La citadelle de Charleroi est conquise le 12 juin 1667. L'exiguïté du panneau n'a pas permis à l'artiste de détailler l'architecture de la ville. Il n'en a retenu que les volumes essentiels. Le bastion de Turenne, le bastion d'Orléans, la porte de Bruxelles, la ville basse avec le pont sur la Sambre. Fribourg-en-Brisgau, cédée à la France par le traité de Niemen. La petite ville fortifiée, construite autour de sa cathédrale, est baignée par les eaux de la Trésame et dominée par un paysage montagneux. Vu les dimensions restreintes du panneau, l'artiste a simplifié les formes, réduites à un jeu de masse habilement éclairé. Une masse brune, des bouquets d'arbres et quelques cavaliers meublent une grande partie de la face extérieure du couvercle. Au premier abord, il semble que l'artiste ait moins soigné cette composition. La ville de Grès, petite cité de Franche-Comté, baignée par la Saône, est prise par Louis XIV en février 1668. L'intérieur du couvercle, destiné à être vu dans une position oblique, présente une composition et un sujet bien différents. Dans un paysage vallonné, un groupe de cavaliers part à la chasse. Différentes petites scènes champêtres animent l'espace. Sur la crête de la colline qui bouche l'horizon, un mur d'enceinte délimite une agglomération. Plus bas, des bâtiments importants dessinés avec un soin méticuleux sont vus de profil et cachent en partie une ville dont on n'aperçoit que les toits dans la vallée. Le site représenté n'a pas encore été identifié. Dans l'état actuel des recherches, on ne pense pas pouvoir attribuer ces peintures à Van der Meulen lui-même.
mais bien à l'un de ses collaborateurs qui devait avoir à sa disposition les dessins du maître. Ce clavecin a pu être sauvé de l'oubli grâce à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin.